Le réseau pro-démocratique Tournons la page et le Centre de recherche internationale de Sciences Po ont publié le 6 novembre dernier un rapport intitulé « De quoi le rejet de la France en Afrique est-il le nom ?» Le rapport, qui s'appuie sur des faits, rejette la politique française sur le continent africain. Rejet de la France en Afrique, est-ce un sentiment anti-français? Mesdames, Messieurs, nous en parlons en première et deuxième partie de cette édition. L'After News sur Global LTV, c'est bien sûr avec le concours de nos invités. A tout de suite. Rejet de la France en Afrique, est-ce un sentiment anti-africain? Mesdames, Messieurs, vous regardez à l'instant l'After News sur les antennes de Global LTV. Et pour en parler, justement, nous recevons en première partie de cette émission le président Bandakani. Il est président fondateur du parti politique camerounais Nouveau Mouvement Populaire, mais plus encore, il est panafricaniste. Bonsoir, président. Bonsoir, Pythagore. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Il est partagé. Et je voudrais saluer tous les téléspectateurs qui sont attachés à votre télévision, à votre chaîne. Et voilà, je salue vos techniciens. Je pense qu'ils se démènent comme des beaux diables pour qu'on soit dans les normes techniques. Merci beaucoup, Président, d'être avec nous. Voilà. Maintenant, Président, on va entrer directement dans la thématique qui nous rassemble ce soir. Mais avant, permettez-nous de planter le décor avec ce reportage que nous propose la réalisation. Et on se retrouve juste après. Le réseau pro-démocratie Tournons la page et le Centre de recherche internationale de Sciences Po, en abrégé CERI, ont publié le 6 novembre dernier un rapport nommé « De quoi le rejet de la France en Afrique est-il le nom ?» Ce rapport est issu d'entretiens avec plus de 500 militants et défenseurs des droits humains dans 6 pays africains, notamment le Niger, le Bénin, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Tchad. L'étude a conclu un rejet massif, presque unanime de la politique française en Afrique. Pour les auteurs de ce rapport, cela n'est pas le seul produit de campagne de désinformation, mais s'appuie bien sûr des faits. Pour la plupart des personnes interrogées, le rejet s'exprime à l'encontre de la politique de la France en Afrique et non pas à l'encontre des citoyens français qui ne sont d'ailleurs jamais pris pour cible directement quand ils résident en Afrique. Les auteurs de ce rapport ne nient pas l'existence de campagnes de désinformation autour de la question, mais estiment en majorité que Paris fait de la Russie un bouc émissaire pour s'épargner une nécessaire remise en question. L'influence russe se nourrit des éléments de la politique africaine de la France, mais elle n'en est pas à l'origine, écrivent ses auteurs. L'étude menée par ces derniers met en lumière ce qu'ont été les principaux points de bascule de l'opinion vis-à-vis de Paris depuis l'arrivée à l'Élysée du président français Emmanuel Macron. Sur le plan sécuritaire, cette étude confirme que le retrait de Barkhane au Sahel a entraîné une désillusion très marquée sur la fiabilité de la France comme partenaire. Mais le principal reproche adressé à Paris porte moins sur ses performances militaires que sur sa difficulté à répondre aux besoins exprimés par ses partenaires, notamment en ce qui concerne la fourniture d'équipements militaires. Dans le rapport, les participants affirment que pour plusieurs Africains, les Français nous donnent ce qu'ils veulent nous donner, alors que les Russes, eux, nous donnent ce que nous demandons. Toujours dans le rapport, sans surprise, les enquêtes rejettent massivement le franc CFA. Presque 95% des sondés disent leur volonté d'en sortir. La monnaie est unanimement considérée comme un marqueur essentiel de la souveraineté, explique l'un d'entre eux. Voilà, entre autres, les grandes lignes de ce rapport qui dégagent des auteurs l'exigence de souveraineté de l'Afrique et la volonté de déterminer le cours de leur histoire. Eh bien, merci à la réalisation pour ce reportage. Je le disais tout à l'heure, il plante le décor de cette édition, l'After News sur Global LTV. Je vais rappeler une fois encore la thématique rejet de la France en Afrique. Est-ce un sentiment anti-français? En première partie, nous sommes bel et bien avec le président Bandakani. Président, aujourd'hui, plusieurs pays africains tournent le dos à la France. Est-ce déjà une surprise pour vous? C'est la conséquence logique de la politique française telle qu'elle est menée depuis bientôt un siècle sur le continent. C'est une politique coloniale, impérialiste, raciste, qui est basée sur la négation de l'humanité des Africains. Cette négation de l'humanité des Africains et de leurs aspirations historiques se traduit par un ensemble de marqueurs historiques. Les accords secrets de coopération et la manière dont l'État français a soldé le contentieux des indépendances dans la plupart de ses colonies. Le contentieux des indépendances a été soldé par la violence d'État, par des guerres d'indépendance que la France a livrées à des mouvements indépendantistes sur le continent. L'Algérie, c'est connu, le Cameroun, c'est connu, la Guinée. Et une barbarie s'est abattue sur les populations
au nom de la répression de l'indépendance, assimilée à un crime contre l'humanité et contre l'honneur de la France. Des villages ont été rasés, des leaders indépendantistes ont été assassinés, leurs dépouilles ont été profanées, etc. Des pays ont été rasés. Et on a installé à la tête des États des personnes qui avaient pour seule compétence l'anti-indépendantisme primaire. C'est le cas du Cameroun, c'est le cas dans d'autres pays. Si on prend le cas de la Guinée-Conakry, Sékou Touré, la France a fait au moins 17 coups d'État contre Sékou Touré, a saboté la monnaie guinéenne, a pris des mesures les plus criminelles ont été prises contre cet État parce que son leader avait commis un seul crime, d'après De Gaulle, savoir porter atteinte à l'honneur de la France. Dans la tête de la France, aspirer à l'indépendance, c'est attaquer la France dans son honneur. Celui manquer de respect. C'était un crime de lèse-majesté. Dans nos quartiers, on dit manquer de respect à quelqu'un. On manque de respect à un aîné, il vous corrige. La France, non seulement considère que c'est un crime contre l'humanité, c'est en même temps une désobligeance, un manque de respect, c'est de l'indécence que d'oser en tant qu'Africain aspirer, n'est-ce pas, à vivre dignement, comme tout être humain. Ça va continuer avec l'assassinat de nombreux chefs d'État en fonction. Gilles Sylvanus Olympio, Thomas Sankara, sont nombreux, Modibo, assassiner des présidents en fonction pour le simple crime qu'ils ont commis, c'est d'aspirer à la souveraineté, au bien-être de leur pays, au bien-être de leur population. Tout ça va culminer jusqu'à... Bon, Sankara, c'est un cas symbolique. Parce que Sankara, lui, il émerge un moment où on a l'impression que la conscience indépendantiste et souverainiste s'est assoupie. C'est pour ça que son assassinat c'est quelque chose de très fort en Afrique. Mais bien après, cette politique va culminer avec ce qui est arrivé, les éléments de Côte d'Ivoire et de Libye. La France est en première ligne dans le crime des crimes. L'assassinat de Kadhafi, du président Kadhafi, et la destruction de la Libye. Avec la transformation du mandat onusien en un black sign pour aller détruire un pays et assassiner son président. En Côte d'Ivoire, le président Gbagbo gagne une élection. Maintenant, bon, comme Bougie Blanc le dit, maintenant, certains Africains vont trouver que c'est vrai. Nous, on dit ça depuis 15 ans. Le président Gbagbo gagne une élection. Comme il est affreux pour Paris parce que c'est un nationaliste, la France va organiser une guerre contre son régime et va le déporter en toute illégalité à la CPI. Donc quand vous couplez ça, quand vous couplez tout ça, les accords secrets de coopération qui nient la souveraineté des États, qui nient l'humanité des Africains et fait des enfants qui vont demeurer enfants durant toute leur existence, quand vous cumulez donc ces accords secrets, vous cumulez leur tradition dans l'organisation mafieuse qu'on appelait la France-Afrique, qui avait pour chef M. De Gaulle, et après lui ça a continué jusqu'au Tintin qui est là actuellement. Donc moi, si vous m'invitez ici, moi je suis malade dans la poche, moi je l'appelle Tintin. Tintin qui est ici, jusqu'à lui, quand vous cumulez tout ça, en plus de son arrogance, de sa sauvagerie, son mépris qui lui colle à la peau, vous comprenez l'explosion, n'est-ce pas, des revendications souverainistes, néo-indépendantistes, n'est-ce pas, panafricanistes, qui ne peuvent que s'exprimer par le rejet de cette politique de l'État français. Voilà, Président Bandakani, vous parlez avec tellement de rage, il faut le dire. Mais est-ce que la décision aujourd'hui que prennent les pays africains vient un peu en retard, selon vous? Mais c'est un long processus historique qui a connu des hauts et des bas, des flux et des reflux. Vous avez parlé de la séquence d'indépendance. On peut me revenir à des séquences avant l'indépendance où il y a eu des populations qui ont toujours... Il y a eu des longues résistances contre l'occupation française. La colonisation, c'est de l'occupation. Alors vous venez coloniser les gens, on ne vous a pas invité. Vous vous installez par la force, vous racontez des histoires pour enfants à dormir debout, on vient vous civiliser. Ça a été de la barbarie, de la sauvagerie. Aimé Césaire a fait tout un livre là-dessus, discours sur le colonialisme. Alors, si on lit ça, on comprend comment il a traduit ça avec les mots les plus appropriés. Donc, il y a eu des résistances. Avant l'indépendance, Tcharoy est un moment symbolique fort. Et ça montre même, une fois de plus, la nature de l'État français. C'est un État criminel, historiquement criminel. Des gens vont libérer la France et la récompense, c'est de tirer sur eux quand ils réclament leur dû. Leur dû.
Donc c'est ça Tcharoy. Mais il y a partout, ce sont les résistances des populations, des peuples contre la pénétration française, contre la colonisation française. Donc c'est un processus qui ne s'est jamais arrêté. Il connaît des hauts, il connaît des bas, des flux et des reflux. Oui. Alors, donc ça ne s'est jamais arrêté. Donc, dans l'histoire de l'humanité, chaque fois qu'on a colonisé des peuples, ces derniers ont toujours résisté jusqu'à la victoire finale, à savoir une véritable décolonisation. Tant qu'on n'aura pas parachevé l'œuvre historique de décolonisation, il y aura toujours cette guerre entre la population africaine et la France. C'est une guerre. Ça prend des formes diverses, mais c'est une guerre qui ne va s'arrêter qu'avec la décolonisation totale de nos relations avec la France. Alors, Président Badakani, est-ce que la France, aujourd'hui, il faut le dire, dans le rapport qui a été mentionné en début de cette émission, il est dit à l'intérieur que la France accuse la Russie aujourd'hui comme étant la source de ses malheurs sur le continent africain. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, il fallait demander aux Français de s'expliquer. Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Nous, ça veut dire quoi? Comment on ne peut pas expliquer quelque chose dont on ne sait pas d'où ça vient? Est-ce que c'est l'avènement, président Badakani, de la Russie en Afrique qui a... Les Africains sont libres de traiter avec qui ils veulent. Et pour le faire, on ne demande pas l'avis du coq gaulois. Ça n'a pas de sens. Est-ce que les Français traitent avec la Russie? Ils traitent avec la Russie. Mais quand les Français vont s'allier avec les Américains pour faire de l'anti-Russie primaire, est-ce que les Africains... on est en première ligne pour qualifier leur démarche de toutes sortes de noms et de qualificatifs? Il ne faut même pas répondre à ce genre de questions. C'est donner trop d'honneur à la France. On marche avec qui on veut. On n'a pas de compte à rendre aux Français. On n'a pas à s'expliquer matin, midi, soir devant un Français, devant le Tintin président français, le représentant français, dit que, écoutez, vraiment, attention, vraiment, les Russes là, bon, vraiment, on marche avec eux parce que ça n'a pas de sens. On n'est plus à ce niveau-là. Que c'est à la France de s'expliquer si c'est jérémiade, ces pleurs de veuves abandonnées qui pleurnichent. Bon, on marche avec qui on veut. Vous pensez que les Africains sont des enfants pour que les Russes se lèvent le matin, viennent nous apprendre matin, mais que écoutez, les Français sont beaux, ils sont laids, ils sont affreux, à partir de maintenant, ne marchez plus avec eux. C'est un sens, ça. Saigner l'historicité et la continuité historique de l'œuvre africaine d'humanité. Nous sommes des êtres humains. Et quand nous faisons face à des dynamiques d'oppression, on réagit comme tout être humain. On s'organise. Ça peut se faire par des alliances stratégiques et tactiques, comme tous les pays ont fait. Oui. Ça peut se faire, mais c'est pas possible. Lorsque la France est occupée par l'Allemagne, quand M. de Gaulle allait se cacher à Londres, il a fait son pacte avec Churchill. Est-ce qu'on a dit qu'il y avait un sentiment anti-allemand? On pouvait qualifier la démarche des Français de recouvrer leur souveraineté d'anti-prussianisme primaire. Vous imaginez ça aujourd'hui? Ne marchez pas mettre dans la main à l'Allemagne dans le cadre de ce qu'ils appellent l'Europe. C'est du racisme pur et simple. C'est un racisme d'État. Et c'est ça le malheur de la France. Elle se voile le visage en voulant se convaincre elle-même dans un mensonge historique. Donc que les Africains sont des grands enfants, ils ne sont pas en mesure de réfléchir par eux-mêmes. Mais il faut qu'ils aient lu l'histoire de l'Afrique. Nous sommes les premiers à avoir été hommes sur cette terre. Nous avons celui qui avons préparé l'arrivée des autres peuples sur la terre. La France est un peuple très récent. Très récent à l'égard du peuple africain. Et nous on passe le temps à nourrir la France, à les libérer quand ils sont occupés, à les apporter tout ce qu'on peut apporter. Et en retour, ils pensent qu'ils ont pour politique l'infantilisation des Africains. C'est la même chose avec cette histoire de sentiment anti-français. C'est la preuve que une discussion n'est pas possible entre la France et les Africains. Moi, je dis depuis 15 ans, je mets au défi les Africains d'aller m'amener les résultats d'une quelconque discussion avec la France. Je dis toujours que le dialogue franco-africain est impossible. Parce que dans la tête de l'État français, nous ne sommes pas des êtres humains. Comment on peut oser appeler au XXIe siècle des dynamiques historiques qui sont à l'œuvre et qui sont connues dans l'histoire comme étant du panafricanisme? C'est un contenu historique. On suppose que si l'État français, c'est un État digne de ce nom, mais ils ont des cercles secrets, stratégiques, où on lit ces choses-là et on sait ce que ça veut dire. Mais nous sommes seulement nous avons seulement réanimé un vieux courant historique qui a fait ses preuves depuis bientôt 100 ans. 100 ans. On appelle panafricanisme. Alors, donc, si, malgré toute l'histoire de ce concept, cette idée, de ce contenu qui a fait ses preuves, l'État français appelle ça sentiment anti-français, il appelle ça un sentiment. Vous voulez compter quoi avec des gens comme ça? Mais ce n'est pas possible. Voilà, Président Badakani, aujourd'hui, alors que plusieurs pays africains se sont tournés vers la Russie, est-ce que vous pensez que la Russie pourra être un bon partenaire
pour le continent africain? Non, il n'y a pas de sentiment de terre. On ne va pas savoir s'ils pourront ou seront. C'est pas ça qui m'intéresse. On appelle ça, c'est une conjoncture de convergence. Oui. Historique. Ben, pour le cas de la Russie, malheureusement ou heureusement, ce n'est pas la première fois. Donc, à la veille de l'indépendance, la Russie a été à nos côtés, contre les mêmes ennemis. Oui. Ce sont des ennemis. La France, l'État français, pour moi, c'est un ennemi. Je dis l'État français, pas le français. L'État français, pour moi, c'est un ennemi. Donc, la Russie a été de nos côtés. Ça s'appelle convergence stratégique, convergence d'intérêts stratégiques. Ça a été le rôle de la Russie dans l'histoire de l'Europe. Combien de pays la Russie a-t-elle aidé en Europe à devenir indépendant? Alors, c'est là la souveraineté. Combien de pays, même les États-Unis, à un moment donné de leur histoire, ont eu besoin de la Russie? Il faut lire l'histoire des États-Unis. Donc, c'est amusant de voir comme nous, à chaque moment, il faut qu'on se justifie. Oui, ça peut être un bon partenaire. Mais quand la France est venue chez nous, là, qui m'a demandé si on n'a pas eu l'occasion de savoir s'il peut être un bon partenaire ou pas. Avec la Russie, c'est mieux parce que, vous allez là pour nous poser la question que, est-ce que ça peut être un bon partenaire? Mais quand les Français sont venus ici, en Afrique, au Cameroun, s'installer par la voie de la colonisation, est-ce qu'on a eu l'occasion de demander si ça peut être un bon projet? Mais au moins, dans le contexte actuel, vous existez en tant que média pour demander, monsieur le Président, est-ce que ça peut être un bon partenaire? Vous voyez qu'il y a une différence. À tout point de vue, déjà, mais il y a une différence. C'est-à-dire que, terre à terre, on a besoin d'une grande théorie pour voir la différence. Oui. Donc, le fait qu'il y ait la possibilité de demander, ça peut être un bon partenaire, veut dire que ça sera mieux forcément. Puisque quand les Français sont arrivés à l'Occident, il n'y avait pas moyen de demander même que ça peut être un bon partenaire. Ils sont entrés, ils ont arraché les familles, attrapé les gens, ici et là, ils sont allés esclavagiser, ils ont déporté, après ils sont revenus comme colons, vous blanchons, tirent sur vous, vous écrasent. Mais la Russie a pris quelle arme? Vous avez montré-moi un seul endroit, la Russie avait dans un pays africain. Il a commencé comme les Européens. Il a envoyé 5 ou 6 personnes. Avec les sultans bizarres, on vous observe d'abord, regarde qui vous êtes, on vous étudie, après on part. Le lendemain, 5 personnes viennent, ils commencent par rapter 2, rapter 3, 4, 5, 6, machin, et tout ça. Après ils reviennent avec des fusillades, et hop, esclavagisme, colonisation. Mais les Russes n'ont pas de tel rapport avec les Africains. Mais ils n'ont colonisé aucun pays africain, les Russes. Ils n'ont pas de tel rapport. On observe seulement qu'à chaque fois que dans l'histoire, nous sommes dans des combats historiques décisifs, comme par hasard, la Russie est toujours là. Mais ne l'observez pas. Il y a même un Camerounais Hannibal, qui est un symbole fort dans nos rapports avec la Russie. C'est un Camerounais. Hannibal. Je pense que vous connaissez Hannibal. Bon. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça. Donc, vraiment, le débat n'est pas de savoir si la Russie est un bon partenaire ou pas. Le débat est de savoir si les Africains, en toute liberté, choisissent, dans des contextes historiques précis, ce qu'ils considèrent comme étant le partenaire ou l'allié le plus fiable pour les aider à atteindre leurs objectifs. C'est ce que la France fait. C'est ce que les États-Unis font. C'est ce que les Russes font. Pourquoi non obligés? Je répète encore. C'est quoi cette tortue, cette malchance qu'on a avec cet État français, qu'à chaque moment, il faut qu'on s'explique. Si on allait voir quelqu'un à gauche, à droite, ça doit s'arrêter. Et comme ils ne veulent pas comprendre, ils seront chassés dans toute l'Afrique. Ça fait 15 ans que je leur ai dit, ils n'ont pas compris. On va les chasser dans tout le continent. Voilà, Président Vandakani, pour sortir de notre entretien de ce jour, les pays de l'AES ont commencé avec une dynamique. On parle bien sûr du Mali, du Burkina Faso et du Niger, mais on constate également qu'il y a certains autres pays d'Afrique francophone, noirs bien sûr, qui traînent un peu le pas. Est-ce que c'est une question de courage ou alors est-ce une question de ces pays-là de peur, Président? Il n'y a pas de traînée de pas. C'est un processus? Il n'y a pas de traînée de pas. Les dynamiques historiques ne s'analysent pas de cette façon-là. L'AES en lui-même ou en elle-même est l'aboutissement d'un combat que nous avons déclenché il y a 15 ans. L'homme qui vous parle est un Camerounais. Le Cameroun, c'est le foyer du panafricanisme renaissant. C'est connu. Alors quand on menait ce combat-là, les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés étaient, comment on dit ça, amis avec la France. Bon, aujourd'hui, pour des raisons historiques, ils sont en première ligne. Parce que chez eux, la situation était plus grave. Plus grave. Dans un pays comme le Cameroun, la guerre d'indépendance a laissé un ethos, un écho qui ne s'est jamais éteint. Non seulement dans la mémoire des Camerounais, mais même cet État néocolonial, qui est l'État camerounais, est influencé historiquement par le combat de l'indépendance. Donc ce n'est pas par hasard que la dynamique panafricaniste renaissante a pris corps au Cameroun. Vous avez devant vous
son pionnier qui est devant vous. Ce n'est pas par hasard. Donc, il ne faut pas qu'on compare les régions. Oui. Vous savez, à l'époque, on me vantait le caractère très avancé de l'intégration sous-régionale en Afrique de l'Ouest. On disait vraiment la CEDEAO, machin. Je disais que non. Ça ne sert à rien à un esclave de marcher librement dans la plantation. Parce que disait, on m'insultait que machin. Bon, quand vous voyez la CEDEAO aujourd'hui, la CEDEAO, c'est la honte de l'humanité. Je dis de l'humanité, c'est la honte de l'humanité. La semaine est comme elle est là. C'est-à-dire, on ne sait pas si elle est debout, ou s'ils sont assis, ou si elle est assise. Mais vous ne verrez pas ce que vous voyez en Afrique de l'Ouest ici en Afrique centrale. Dans la gestion des conflits, allez voir, que ce soit la situation au Tchad, au Gabon, regardez le comportement de la CEMAC. Est-ce que vous avez l'impression que le petit garçon de l'Élysée donne les ordres aux gens ici? Mais la CEDEAO, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait comme s'il parlait à sa femme ou à son homme, je ne sais pas ce que c'est. Il parlait comme s'il s'adressait à, je ne sais pas, à sa femme de chambre ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas le cas en Afrique centrale. Ça peut vous dire quoi? Ces processus sont... C'est un processus qui avance, mais avec des lignes courbes. Oui. L'Afrique centrale est au rendez-vous, et c'est le rendez-vous. Parce qu'il y a des dynamiques en Afrique centrale. Regardez, allez en Guinée équatoriale, regardez le niveau d'avancement en termes de partenariat entre l'État équato-guinéen et la Russie. Prenez le Cameroun, ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. Le Cameroun est le seul pays, alors que la Russie est sous sanction, a lui accordé un match amical. Oui. Je ne parle seulement de ça. Je ne parle pas des accords militaires entre l'État du Cameroun et l'État russe qui ont fait tant de bruit et d'agitation. Ce n'est pas le seul cas. Donc vous allez chez Ngo Brassa, mais vous n'avez qu'à voir le discours de Sassou Nguesso lors du sommet russo-afrique. Je parle seulement de ça. Je ne parle pas de la démarche claire du président Sassou de dire que mon pays demande d'être membre des BRICS. Le Cameroun, c'est pareil. Le Gabon a demandé qu'il veut être membre des BRICS. Donc, pourquoi il faut qu'on sorte des préjugés et des caricatures qu'on a envers une sous-région et qui nous amène à ne pas voir les dynamiques qui, certes silencieuses, montrent que ça bouge. Ça bouge. Le Tchad, son président, à la faveur de l'élection présidentielle, qu'est-ce qui s'est passé? Il a chassé les Américains. Il a dit des partis. Je ne reviens pas sur ce qui s'est passé avec l'agent colonial qu'on appelle Succès Mara. Oui. Mais actuellement, qui garde le président tchadien? Qui le garde? Dans un contexte où la France dispose de 9 bases militaires au Tchad. 9 bases militaires au Tchad. 9. Ça dit que c'est un quartier français. Mais regardez, il faut partir de cette situation historique et géomilitaire pour voir les avancées qu'il y a au Tchad, pour qu'aujourd'hui un président tchadien soit gardé par la Russie. Tous ces pays-là sont dans une dynamique irréversible, à savoir tout faire pour que le monde devienne réellement multipolaire. Merci beaucoup, Président Mbandakani. Voilà. On va clore cet échange avec vous, un échange qui aura été très édifiant sur cette thématique. Mesdames et messieurs, c'était la première partie de cette édition l'After News avec le président Mbandakani. En deuxième partie, nous serons avec un autre invité ou alors 2 autres invités, des visages connus sur le plateau de l'After News. Président, merci d'être passé par ici. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie et bonne suite à Global TV. Global LTV. Global LTV. Voilà, on va demander à la réalisation de nous proposer un autre reportage pour introduire la deuxième partie de l'After News. Plus qu'un sentiment patriotique et pro-africain, l'attitude de la nouvelle génération du continent noir francophone ne cache pas son hostilité vis-à-vis de la France. Aujourd'hui plus ouverts au monde qu'hier, ils comprennent qu'ils méritent, eux et leur continent, de scruter les horizons au-delà d'une France-Afrique faite de moqueries. Certains officiels ou les opinions publiques africaines sont extraordinairement sensibles, on peut les comprendre, au fait de les traiter d'égal à égal et pas d'avoir quelqu'un qui donne des leçons ou qui ironise. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on intègre ici. Il y a un certain nombre d'attitudes qui froissent profondément nos interlocuteurs et il y a un contexte historique qui l'explique. La jeune génération africaine a découvert la supercherie d'un néocolonialisme quoique doux, mais combien dangereux. Elle en a ras-le-bol de cette tutelle qui consiste à faire prévaloir les intérêts des entreprises françaises et multinationales françaises sur celui des populations africaines. Une réprobation exacerbée par la guerre en Libye, avec le rôle bien connu qu'a joué la France
des questions de migration taillées sur 2 poids 2 mesures aux dépens des pays africains, le volet du franc CFA, une monnaie qui selon eux compromet l'avenir économique d'une Afrique dont les matières premières reviennent exclusivement à la France sans contrepartie conséquence. L'espoir d'une coopération plus équitable avec la Russie n'a pas mal contribué à envisager la rupture avec l'ancienne colonie, et ce n'est pas tout. En fait, l'ombre des pères martyrs panafricanistes inspire aujourd'hui encore des nouveaux leaders de la jeunesse africaine jaloux de l'évolution de l'Afrique sur l'échiquier mondial, seulement sans la France qui semble être un obstacle selon eux. De retour sur le plateau de l'After News, une fois encore, merci à la réalisation pour cet élément. Il introduit la deuxième partie de cette édition. Et en deuxième partie, nous recevons, bien sûr, je le disais, un visage connu dans cette émission l'After News, le docteur Joseph Bamok. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Peter. Nous sommes heureux de vous avoir sur le plateau de l'After News. Décidément, tout le monde est en bleu, hein, docteur, il faut le dire. Et ça va se confirmer encore tout à l'heure lorsque le troisième invité viendra sur le plateau. Nous sommes en accord, c'est une bonne chose. On espère que le sujet également sera aussi intéressant que notre accoutrement de ce jour. Docteur Joseph Bamok, avec vous directement. Laissez-moi vous poser cette question. On a vu les pays en Afrique, ou alors les pays de l'AES, on a introduit le sujet tout à l'heure avec le président Bandakani. Les pays de l'AES ont démarré avec une dynamique. Et le président Bandakani nous faisait comprendre que les pays de l'Afrique centrale également sont dans la même dynamique, même si les procédés ne sont pas les mêmes. On a l'impression, et c'est ce que beaucoup d'Africains pensent aujourd'hui, qu'il y a encore des pays en Afrique qui traînent le pas. Est-ce que c'est votre point de vue? Il faut déjà circonscrire la dynamique, n'est-ce pas? Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que la dynamique n'a pas commencé avec les pays de l'AES. Et vous l'avez si bien dit en première partie que nous sommes dans un processus. Et vous savez, dans un processus, n'est-ce pas, les dynamiques interviennent en séquence. Oui. Alors, la dynamique même de la rupture a commencé. Et là, le président vous l'a dit, a commencé au Cameroun. C'est le Cameroun qui est le foyer de la dynamique de la rupture. Mais s'il faut parler de la dynamique, elle remonte depuis les indépendances. Il y a eu des dynamiques parce que il a évoqué, nous n'allons pas revenir là, les cas d'agression, les cas de meurtre que la politique française aurait orchestré, ou a orchestré, pas aurait, a orchestré en Afrique. Et c'est à partir de ces instants, en évoquant même le cas de Sankara, qui était un cas palpable, qui a soulevé un peu, n'est-ce pas, la haine des Africains vis-à-vis de la politique française. Alors, aujourd'hui, quand vous regardez les années 2010, où on a atteint le foyer, comment où le sentiment est monté d'un cran avec le problème de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il a pris soin d'évoquer tous ces cas-là. Alors, il se passait qu'en Afrique de l'Ouest, ceux-là qui traînaient le pas à cause de certains intérêts, parce qu'ils avaient encore, n'est-ce pas, une élite politique, n'est-ce pas, qui était embastillée complètement dans la politique française. Alors, il a fallu donc cette nouvelle dynamique militaire, c'est-à-dire qu'on a une génération qui arrive, qui n'a pas fait des classes connues sur le plan politique en France, et qui arrive au pouvoir par un coup d'État, pas des coups d'État, ça c'est la France qui les a qualifiés ainsi de coups d'État, mais ils arrivent au pouvoir par le sentiment, un certain sentiment, nous sommes fatigués. Au fait, nous sommes fatigués parce que nous possédons des choses dont nous ne jouissons pas à cause de la présence, n'est-ce pas, d'un soi-disant bailleur aux allures paternalistes, n'est-ce pas, qui nous considèrent comme des esclaves. Alors, il faut une séparation totale. C'est où la dynamique dont vous évoquez peut devenir importante. On peut dire que ces États de l'AES sont passés avec assez de courage directement et sur le plan militaire. Et il y a eu une sorte de rupture brusque. Par contre, quand vous revenez au niveau de l'Afrique centrale,
la dynamique des ruptures est beaucoup plus pédagogique et diplomatique, vous voyez un peu. Mais de l'autre côté, c'était une rupture brutale et militaire. Et vous savez, tout ce qui est militaire ne respecte pas les formes diplomatiques et autres. Donc, ces deux ruptures dans la dynamique ont fait en sorte qu'il y a comme un sentiment général qui est né, n'est-ce pas, au point où, avant, ce que l'élite considérait, parce qu'il y a un certain nombre de personnes que j'appelle l'élite, qui pouvaient avoir les yeux ouverts et décrier. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que tout le bas peuple, n'est-ce pas, est, comment je vais dire, est positif, dans le sens de la dynamique de la rupture. Donc, vous avez le soutien du peuple tout en entier aujourd'hui, et c'est ça qui peut faire la force de l'AES aujourd'hui, c'est ça qui peut faire la force des peuples africains. Maintenant, quand on essaie de circonscrire tout cela, on se rend compte que les autres ne traînent pas le pas, n'est-ce pas? Juste qu'il y a beaucoup de choses qui se font en amont, et il se passe que ce qui se fait en amont n'est pas vulgarisé. Ou alors beaucoup de médias n'aident pas, ne nous aident pas aujourd'hui. Mais moi je le dis, avec la montée des médias panafricains aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aura encore 2 ans que les autres auront pris, se seront accrochés dans l'envol de l'oiseau. Voilà, docteur Joseph Baba, pour rester avec vous toujours sur cette thématique, beaucoup de personnes pensent qu'aujourd'hui, si les pays africains se réveillent comme ils le font, c'est parce qu'ils sont soutenus par la Russie, et que s'il arrivait que la Russie lâche le continent africain, l'Afrique reviendrait à ses anciens partenaires. Non, il n'est même pas mauvais de le penser ainsi. Je l'ai toujours dit, dans le jeu des relations internationales, il faut se dire que, n'est-ce pas, on parle de la globalisation aujourd'hui, on marche comment je vais dire, on marche avec des amis aujourd'hui. C'est des partenariats, c'est le monde, vous l'avez évoqué en première partie, il est multipolaire aujourd'hui. On est libre, n'est-ce pas, de se lier à qui on veut quand on atteint une certaine maturité. Alors, si on part de là, le monde a toujours été ainsi, parce que même ceux-là qui veulent faire croire que c'est parce qu'il y a la Russie aujourd'hui, c'est-à-dire la France qui est mise aujourd'hui au tribunal, elle a ses alliés. Ses principaux alliés, n'est-ce pas? Elle a ses alliés historiques, elle a ses partenaires de force et consorts. On a cité les États-Unis, on a cité l'Angleterre, on a cité en certains cas l'Allemagne et autres, en fait l'OTAN et consorts. Donc, pourquoi empêcher à l'autre? Regardez dans la guerre russo-ukrainienne. Dans la guerre russo-ukrainienne, n'est-ce pas, cette France ou alors l'OTAN a fait bloc pour combattre la Russie, n'est-ce pas? Là, on n'a pas regardé comment c'est accroché à tel. Ils ont fait intervenir dans la guerre leurs alliés qui aujourd'hui est en train de les abandonner avec l'avènement de l'autre pouvoir, les États-Unis. Alors, il n'est donc pas mauvais que la Russie, qu'on veut faire croire, et là j'ai beaucoup apprécié la première partie quand le président l'évoquait, on veut faire croire que c'est aujourd'hui que la Russie arrive. Et vous vous rendez compte que c'est devenu sérieux, le partenariat entre l'Afrique, n'est-ce pas, et la Russie est devenue sérieux au point cela a été évoqué lors d'une conférence de presse lors de la venue du président français au Cameroun, sa dernière visite. C'est une question qui a été évoquée, c'est-à-dire que par les journalistes qui étaient dans sa délégation. Et vous savez que quand vous arrivez à ce niveau de la diplomatie, rien ne fait pour rien. Toutes les questions sont préparées, toutes les questions ont leur raison d'être et consorts. Donc on a évoqué. Mais il faut dire une chose, pour ceux qui maîtrisent un peu l'histoire des peuples africains savent que la Russie a toujours été aux côtés de l'Afrique. Et là, on l'a évoqué pendant les guerres indépendantistes, c'est la Russie qui vient du côté des Africains. Si je veux parler du Cameroun en particulier, parce que c'est où nous sommes,
Quand vous regardez la guerre Kotoko-Arabe-Chois, la Russie a intervenu. Vous regardez la guerre du BH au Grand Nord dans les renseignements, et vous le savez, ça, c'est histoire, c'est le renseignement chinois et sino-russe qui a aidé le Cameroun, parce que vous voyez, quand nous tombons dans la guerre, les soldats camerounais sont en train de mourir comme des mouches parce qu'ils ont des faux renseignements qui sont émis par la France. Ça, il faut le dire. Il faut le dire aujourd'hui. C'est ça même qui va conduire à la rupture de certains accords militaires entre le Cameroun et la France et renouveler. C'est pour cela que le président camerounais, à cette époque-là, quand la question lui a été posée, il a dit que c'est des vieux accords avec la Russie. Ce n'est pas une histoire de lui, c'est des vieux accords militaires que nous avons simplement remis sur la table en les améliorant. N'est-ce pas? Donc, il faut donc dire qu'aujourd'hui, la Russie, sur le plan militaire, c'est ici parmi les plus forts dans le monde. Il est normal que chaque État, chaque faible ait un fort dans sous son dos, sous sa couverture, qui permet à ce qu'aujourd'hui, il peut parler franc jeu, il peut parler d'égal à égal. Parce que là, on assistait à quoi? On assistait aux gens qui biaisaient complètement les accords liés, n'est-ce pas, à la conférence de Versailles, c'est-à-dire à la création des Nations Unies. Hein, vous avez les pactes de non-ingérence, vous avez les pactes de souveraineté des États et consorts. Les États sont libres de croire. Mais aujourd'hui, on veut jusqu'à vous dire, vous devez, n'est-ce pas, coopérer avec tel et ne pas coopérer avec tel. On veut comprendre que non, aujourd'hui, c'est parce que vous coopérez avec tel, et il y a une honte. Et savoir que je marche avec quelqu'un qui est loti sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur tous les plans que moi, et lui, il me tient la main et j'avance. Alors, docteur Joseph Bamor, pour sortir de notre échange, je vais vous poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays africains devraient complètement rompre ou alors divorcer, comme on dit, avec la France? Elle, d'entre vous, ne cessez de dire qu'elle a apporté, et c'est d'ailleurs le cas, elle a apporté le malheur sur le continent africain, elle a apporté beaucoup, mais alors beaucoup de malheur. Si on essaye de citer, la liste sera exhaustive. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on doit rompre totalement les liens avec cette puissance occidentale, ainsi que ses alliés, et se tourner littéralement, complètement du côté de la France? Ou alors, il faut reviser les partenariats avec les puissances occidentales, dont la France? Vous savez, ce qui lie deux parties est un document qu'on appelle le contrat. On l'appelle la loi des parties. Et quand, n'est-ce pas, les accords ou alors les décisions du contrat ne sont pas respectées, qu'est-ce qui se passe? Et le contrat existe partout, même dans mon foyer, il y a ce qu'on appelle le contrat de mariage, n'est-ce pas? Alors, il est normal, et ça c'est le droit le plus absolu des pays africains, de se départir de celui qui n'a rien respecté. Je vais citer certains cas. Aujourd'hui, vous prenez un pays comme la Centrafrique, prenons seulement en Afrique centrale, moi je vais rester en Afrique centrale, n'est-ce pas? Vous prenez un pays comme la Centrafrique, qui est un vieux partenaire des années, n'est-ce pas, de la France, mais que la France n'a rien apporté. Vous avez vu les vidéos qui se sont baladées à Mondiovision de ce que la France organisait là-bas, mais qui aujourd'hui, à moins d'un an de partenariat militaire avec la Russie, peut avoir des instruments militaires de dernière génération, peut avoir, il y a quelque temps, que la Russie offrait à la Centrafrique un hélicoptère ça dit que le nom est en train de m'échapper, mais de grandes capacités de guerre pouvant transporter 200 personnes. C'est-à-dire un commando de 200 personnes. Il pouvait l'avoir où? Prenez le Tchad. Et tout à l'heure, le président prenait l'exemple du Tchad. Vous avez un pays où il y a 9 bases militaires. Il faut même encore dire que 9 même c'est passé en principe, c'est 12 bases militaires que la France a au Tchad, mais qui n'a jamais rien reçu de la France, ce sont que les armes de chasse, et qu'aujourd'hui la Russie arrive, et que la présidence, c'est-à-dire que le chef d'État se fait garder par une armée russe, qui révolutionne d'abord le système de communication, aujourd'hui, où aujourd'hui on peut écouter les communications des rébellions
qui nuisent à la tranquillité des Tchadiens à plus de 800 km. Et vous connaissez un peu comment ce territoire est extrêmement difficile parce que c'est des zones sahéliennes. Donc pour vous, Dr Joseph, pour sortir, est-ce que vous prônez la rupture totale avec la France ou la révision des accords de partenariat? La rupture totale même, c'est très doux. L'abandon. Parce que quand vous dites la rupture totale, c'est un peu trop savant. Il veut donc abandonner comme au quartier, abandonner totalement, même dans le rêve qu'on ne pense plus à la France. Parce que la France nous a démontré depuis des années, sur tous les plans, qu'elle n'est pas un partenaire, mais les relations avec les pays africains, beaucoup plus, ces pays, 14 ou 13 pays de son précaré, sont des relations paternalistes. Merci ou même beaucoup. À la limite esclavagiste. Merci beaucoup, Dr Joseph. C'était très important de le relever. Dr Joseph qui prône aujourd'hui une rupture totale, complète, un abandon, comme il a dit, avec la France pour sortir de cet esclavagisme dans lequel nous sommes ancrés depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Merci d'être passé sur notre plateau, Dr Joseph. C'est moi qui... On va marquer une petite pause avec cette transition, le temps de souffler un tout petit peu. Et après, le docteur Cole François, notre consultant permanent, sera avec nous pour entamer le dernier virage de l'After News. De retour sur le plateau de l'After News, je le disais tout à l'heure, c'est le dernier virage de cette émission. Et nous recevons bien sûr le docteur Cole François, notre consultant permanent, toujours pour évoquer cette thématique ô combien importante pour le continent africain. Aujourd'hui, rejet de la France, est-ce un sentiment anti-français? Docteur Cole François, je vous pose la question directement, c'est la thématique. Est-ce qu'aujourd'hui, le rejet de la France par plusieurs pays africains peut s'expliquer par un sentiment anti-français tel que décrit dans le rapport qui a été énuméré en début de cette émission? Déjà, bonsoir. Hein? Merci Pythagore, il n'y a pas de souci. Nous sommes là depuis et puis c'est la mouvance. Merci bien. Et il faut plus bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. Moi, je voudrais d'abord lever un équivoque. Il faudrait qu'on se comprenne très bien. Je ne pense pas que qui que ce soit dans ce monde a un problème avec les Français. Parce que nous avons nos frères naturalisés français, nous avons nos épouses qui viennent de la France, nous avons des beaux-frères français, nous avons des petits-fils français, nous avons des neveux, des cousins français. Donc le problème ici n'est pas un problème de personne, de la population française, qui elle-même, je pense que les gilets jaunes n'étaient pas des Camerounais, les gilets jaunes n'étaient pas des Asiatiques. Les gilets jaunes, c'est des Français de souche. Vous comprenez un peu. Quand vous voyez aujourd'hui la surabondance, n'est-ce pas, de ces messieurs qui donnent la belle étoile qu'on appelle sur le SDF en France, ce n'est pas des Camerounais, ce n'est pas des Africains. Ça veut dire que le peuple français lui-même est en train de payer le prix de cette façon, je ne veux pas utiliser un gros mot, mais la façon dont la France a tissé ses relations dans le monde, notamment en Afrique. Aujourd'hui, avec l'émancipation, vous savez, moi je parle beaucoup plus de l'émancipation des mentalités africaines. Aujourd'hui, donc, je pense que nous n'avons aucun problème, aucun Africain n'a aucun problème avec les Français. Si, là où nous sommes maintenant, un Français atterrit, il nous dit qu'il veut de l'eau à boire, en tant que Français, il doit de l'eau à boire. D'abord, chez nous en Afrique, nous sommes comme ça. Mais maintenant, le problème se pose au niveau de la technostructure, au niveau de la structuration politique et constitutionnelle et même institutionnelle de la France. Puisque si c'est un problème d'homme, nous sommes à la 5e République aujourd'hui, avec un ensemble de présidents qui a eu à défiler, nous aurons eu quelqu'un qui serait venu penser différemment que De Gaulle, qui aurait changé la politique ojulantiste que nous voyons en Afrique, notamment au Cameroun aujourd'hui. Nous aurons eu une émancipation des relations franco-africaines. Malheureusement, quelle que soit la génération de présidents que vous prendrez, qu'ils soient socialistes, qu'ils soient de gauche donc, ou bien qu'ils soient de droite, quand ils arrivent au pouvoir, ils ont la même pratique quotidienne, la même torture, la même maltraitance, le même ridicule, le même rabaissement vis-à-vis des pays africains. Et c'est de ça que les Africains s'insurgent aujourd'hui. Nous disons non à ce genre de traitement. Nous le disons à la France. Nous le disons à nos nouveaux partenaires d'aujourd'hui. La chance que nous avons, c'est que nos parents qui ont connu la fin de la colonisation et le début de l'indépendance sont en train tous de débasser le plancher de façon naturelle. Nous qui sommes arrivés, nous avons appris que Roland n'était pas un maquisard. Nous avons appris que Roland n'était pas un maquisard. Or, jusqu'à
jusqu'au début des années 2000, dans notre mentalité, dans notre conscience collective, on nous a fait croire que ces guerriers, ces combattants, ces nationalistes étaient des maquisards. Des gens qui vivaient en bourse et qui revenaient terroriser la population. Et pourtant, ces messieurs se battaient pour que l'Afrique, pour que l'Europe puisse lâcher l'Afrique un peu, pour que l'Afrique puisse s'émanciper, pour que les peuples retrouvent leur indépendance. Alors, vous voyez que nous sommes en train de faire des enfants à qui nous disons la même chose. Le livre d'histoire aujourd'hui, Dieu merci, il y a beaucoup de classes, par exemple dans l'enseignement technique, industriel, on ne parle plus d'histoire. On peut donc se servir de cette plateforme, je veux dire au niveau de l'école, pour ramener, pour rétablir la vérité. Il faudrait que chaque Camerounais soit l'apôtre de cette bonne nouvelle pour décoloniser notre façon de voir les choses. Vous savez, parfois, nous avons mal. Lorsque vous causez avec quelqu'un, et puis quelqu'un vous dit, oh, il parle comme un blanc. Parce qu'il a fait un séjour de 2 mois en Europe, oh, il s'habille comme les blancs. Le mythe du blanc doit être déraciné. Et pour qu'il soit déraciné, et là je vais sur votre question, oui, bien sûr. Il faudrait que nos dirigeants actuels valorisent. Ils ont au Cameroun un concept de import-substitution. Ça veut dire qu'au lieu d'aller coudre les habits en France, au lieu d'aller porter la bourrée, comme on appelle au Cameroun, la clicasse, ce que vous appelez, avec vos langages, ça va, et la friperie, il faudrait que les structures et les sociétés camerounaises qui ont la lourde responsabilité de confectionner les tissus soient refinancés. C'est pourquoi je vous ai dit une fois que je ne serais satisfait de la relation sino-camerounaise que si je vois un réel transfert des technologies. C'est-à-dire qu'on voit les ingénieurs, les intellectuels, les technologues chinois venir au Cameroun, ouvrir les grands centres de formation, implanter des usines, commencer à transformer notre coton. À ce moment-là, je comprendrais. Et c'est cette lutte que pour moi, je pense qu'il est important. Dire qu'on est anti-français ou qu'on ne l'est pas, de toute façon, l'amour de l'institution française au Cameroun a dégringolé. Nous ne pouvons plus facilement admettre. Et puis, vous voyez aujourd'hui, combien d'Africains vont encore en France? Ils ont trouvé un nouvel droit d'eau. Je crois que les Français même sont en train de tirer les conclusions et les conséquences. Voilà, docteur Cole-François, je vais vous poser la question que j'ai posée tout à l'heure au docteur Joseph Vamon parce que vous semblez aller dans un autre sens. Docteur Cole-François, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes pour la révision des partenariats avec la France et ses alliés ou alors vous êtes pour une rupture totale des accords de partenariat avec l'État français? Un abandon, pour utiliser l'expression du docteur Joseph. Bon, moi je l'ai toujours dit, je suis constant. Le Cameroun ne vit pas en vase clos. Nous n'évoluons pas ex nihilo. Vous comprenez? Oui. Non, moi je ne vais pas dire qu'il faut rompre totalement. C'est pour ça qu'il y a une étudiante vous disant que même nos nouveaux partenaires, vous voyez, je les appelle les partenaires, les colons, même avec eux, il faudrait que nos dirigeants, nous les véritables relations, pas de partenarialisme, pas d'inféodation, mais d'égal à égal. Parce que ce qui est vrai, la Russie, la Chine auront beau être des grands pays avec des grandes avancées technologiques, ils auront toujours besoin de la main-d'œuvre, ils auront besoin des ressources naturelles, ils auront besoin d'une diversité de ressources souterraines et même forestières venant de chez nous. Alors il faudrait donc que nos dirigeants s'entendent avec eux, de sorte que les relations qui vont être établies soient pas des relations, moi je n'ai pas parlé de gagnant-gagnant, mais dans le gagnant-gagnant, ce sont nos dirigeants qui retirent les primaires des rapports ou alors des relations et des conventions qui sont signées avec eux, n'est-ce pas, ces pays. Par contre, je pense que si nous pouvons avoir des États qui décident de faire avec des nouveaux partenaires, il faut alors ces États, le chef d'État, font de nouveaux partenaires, des véritables partenaires. Ça dit que quoi? Nous, au Cameroun, on vous donnera le bois. Mais vous donnez quoi? On écoute. Si nous ne sommes pas d'accord, on recommence. On peut mettre la France sur le même sillage, puisque nous ne pouvons pas être riches s'il n'y a pas un apport de devises. C'est-à-dire qu'il faudrait que le Cameroun vende à l'extérieur. Il faudrait qu'on revisite les accords de coopération. Là, je suis d'accord, il faut rompre les accords de coopération et rétablir une nouvelle organisation entre États, d'égal à égal. Vous savez, c'est Issa Hayatou qui disait une fois, parlant de l'élection à la FIFA, il dit la voix de Djibouti à la FIFA compte comme la voix de la France. Ça veut dire quand on dit qui vote tel, quand Djibouti met son bulletin dans l'urne, il vote, sa voix est
est une voie égale à celle que la Fédération française aura placée, et ainsi de suite. Il faudrait donc à un moment donné qu'on essaye de voir dans ce sens et qu'on refuse ce paternalisme qui nous réduit et qui nous fait croire que si nous ne parlons pas de la France, si nous ne parlons pas français, mais vous savez, nous ne ferons rien de tout cela si on continue à battre monnaie en France. Il faudrait que les Africains s'émancipent au niveau de la monnaie. Qu'ils trouvent des moyens pour qu'ils aient leur propre monnaie, surtout ceux du P-carré français. Ce n'est pas l'histoire de l'écho qui était morné, qui est resté goitré dans les pensées de Ouattara et de son ami français. Mais il faudrait que réellement, qu'on puisse mettre sur pied une véritable monnaie, puisque nous pouvons mettre des éléments d'échange. On a de l'or, on a le diamant, on a le bois. Vous savez, il faut juste faire des garanties. On va sortir avec cette monnaie, Dr Cole François. Est-ce que le franc CFA aujourd'hui est un échec de la politique française en Afrique? Non, ça dépend donc du côté où vous tenez. La France a bien réussi avec le franc CFA en Afrique. Pourquoi je vais le dire? Je prends souvent le financement du terrorisme. Vous ne battez pas monnaie en Afrique. Je parle au cas du P-carré français. Vous ne battez pas monnaie, on bat monnaie à Chamalières. D'accord? Quand vous commencez la guerre ici, contre les forces du mal, les forces obscures, les financements les viennent d'où? Quand on emballe l'argent, on met dans les avions, on vous dit ça c'est la base française, c'est un territoire français. Même si c'est le chef d'État du pays qui veut venir ici, il demande l'autorisation. Et la nuit, on vous dit qu'il y a eu des transactions. Ces militaires, je veux dire, ces malfrats, ces mécréants sont donc alimentés par les mêmes. C'est-à-dire qu'au moment où vous recevez, n'est-ce pas, au moment où vous recevez 250 millions, c'est pas 300 millions, ou je ne sais pas trop combien, les rebelles, en même temps eux aussi, reçoivent des financements. Alors, ils peuvent se reconstituer, ils peuvent se réarmer, ils peuvent acquérir même le personnel, parce qu'ils ont de quoi les payer. Alors quand cet argent se retrouve dans le marché mondial, ou dans le marché national, est-ce que le bien de 10 000 qu'un terroriste a donné à sa femme ou son enfant, qui se trouve au marché, et on a écrit nulle part que c'est un bien de 10 000 qui sort du financement du terrorisme. Alors vous voyez donc que pour la France, qui a joué ce jeu pendant longtemps, parce que nous parlons du bilan de la France. Ce bilan étant catastrophique, on peut le dire sans plier l'œil que la France a utilisé le franc CFA pour terroriser. Alors maintenant, si vous changez le lieu où on bat ta monnaie et que vous créez notre monnaie, le terrorisme fait bon pour avoir accès à cet argent. Vous comprenez? On pourra plus le financer. Et par conséquent, il sera facile même de juguler les guerres, de juguler la rébellion. Mais tant que c'est quelqu'un d'autre qui bat votre monnaie, il vous la donnera à droite, il appellera un rebelle, il a le même argent à gauche. Vous qui êtes pendant longtemps. Voilà, vous qui êtes Dr Cole, ce sera peut-être pour sortir de l'émission, vous qui êtes pour une révision de certains accords avec la France, parce que pour vous, l'Afrique ne peut pas vivre en vase clos. Est-ce que vous pensez que la France acceptera de renégocier certains partenariats de manière facile comme ça avec le continent africain? Pythagore, malgré mon état de santé qui n'est pas très honnête, écoutez, vous avez votre pétrole, votre gaz, votre sol, votre sous-sol, et un partenaire vient et il vous dit que c'est lui qui va acheter, mais c'est lui qui fixe le prix, vous acceptez? Mais non. Mais non. Ok, vous voulez notre cacao, mais c'est moi le propriétaire du cacao qui fixe mon prix. Vous voulez le bois, c'est moi. Et alors si tu n'es pas d'accord, tu vas te balader. Ce qui est sûr aujourd'hui, regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Regardez ce qui se passe au Niger avec l'uranium. Mais ces pays sont en train de décoller. Pourquoi? Parce qu'ils sont réappropriés les biens. Celui qui ne veut pas, que ce soit la femme n'importe qui, celui qui ne veut pas accepter cela, il va se balader. Parce que là où nous sommes, les richesses de l'Afrique doivent premièrement et exclusivement profiter aux Africains. Que vous soyez d'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale ou l'Afrique régionale, quand les biens sont produits à l'intérieur de l'Afrique, il faudrait au préalable chercher même d'abord les partenaires internes. Vous voyez, si un Africain, un Camerounais va travailler aujourd'hui au Niger et qu'il gagne 1 million de salaire, c'est ça pour venir financer les études de ses enfants au Cameroun. Vous voyez, le transfert des devises. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi. Non, nous ne dérangeons pas. Et je vous ai dit, tous ces Africains qui sont aujourd'hui en Europe, qui rentrent au pays, qui viennent prêter main forte à les institutions. On a des grosses têtes à la NASA. On a des grosses têtes dans toutes les grandes organisations du monde et dans tous les grands forats scientifiques et technologiques. Que ces gars reviennent. Ils auront du financement. Mais je dis que nos chefs d'État doivent être sérieux. Ils doivent comprendre que les Africains les ont à l'œil. Ils ont migraté beaucoup de choses. On les voit avancer. Nous sommes très fiers. Nous voyons le Cameroun aujourd'hui, malgré les soubresauts, nous voyons le Cameroun avancer, nous voyons la RC avancer, nous voyons le Niger avancer. Nous avons de l'espoir que ça continue ainsi. Dès qu'ils vont à la PPK dire
déconner, nous devions ici sur ce plateau leur dire que ce n'est pas l'espoir que nous avons fondé en eux. Donc celui qui n'est pas d'accord avec ce que nous disons, il ira se balader, il ira là où il pourra même aller acheter chez nos acheteurs. Merci beaucoup, Dr Cole François. Nous sommes arrivés au terme de cette émission l'After News sur Global TV avec la participation de 3 invités de marque. Dr Cole François est avec nous à présent. Docteur, merci une fois encore pour votre présence renouvelée. Le plaisir est partagé. Voilà, merci également à nos 2 premiers invités sur le plateau. Je pense comme ça au président Bandakani qui était là en première partie. Merci au docteur Joseph Amok qui est venu par la suite. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir prêté une oreille attentive à cette autre livraison. L'After News sur Global LTV. En vous souhaitant de passer un excellent week-end, ne manquez pas de suivre la meilleure chaîne africaine, Global LTV. Le meilleur, c'est ici. Bonsoir.